Alors cette vidéo constitue donc la partie 2 d'un bloc de 2 vidéos qui permettent d'expliquer donc les fluctuations économiques. Dans la partie 1, je rappelle que nous avons expliqué donc ce que sont des cycles économiques, on a vu les différentes phases et nous avons commencé à expliquer en fait leur origine en s'appuyant notamment sur les chocs d'offres et les chocs de demande. Dans la deuxième partie donc, nous allons continuer à expliquer donc les origines des fluctuations économiques, plus précisément en étudiant donc le rôle des activités monétaires et financières sur le niveau de l'activité économique. Alors je rappelle que les activités monétaires et financières donc jouent un rôle central dans l'activité économique. Les banques notamment jouent un rôle très important. La quantité, le volume des crédits donc qu'elles vont accorder va avoir des conséquences sur l'offre. Par exemple, si les banques accordent plus facilement des crédits, les entreprises pourront plus facilement financer leurs investissements, mais cela aura également des conséquences sur le niveau de la demande par exemple au niveau des ménages, que ce soit par le biais donc de prêts à la consommation ou même de prêts au niveau immobilier. On parle de cycle du crédit pour montrer justement que la quantité, le volume des crédits accordés va en fait différer en fonction de la phase dans laquelle l'économie se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le crédit va suivre des cycles et ces cycles vont épouser donc ceux que nous avons vus dans la vidéo précédente. En période d'expansion, le crédit aura un certain comportement. En période de récession, le crédit aura un autre comportement. Par exemple, en période d'expansion, on a beaucoup de consommation, on a de l'investissement, ce qui signifie que bien évidemment on aura des revenus primaires qui seront assez importants, des richesses qui vont se diffuser dans l'économie et des profits au niveau des entreprises qui seront également assez élevés. Donc finalement, les agents économiques seront dans une situation financière plutôt saine qui va davantage les inciter à s'endetter. Les ménages ont des revenus, ils se disent c'est bon, je peux acheter mon logement puisque je pourrais sans trop de problème bien évidemment rembourser. Les entreprises certes ont une certaine capacité d'autofinancement, mais elles auront également la possibilité donc de pouvoir plus facilement s'endetter pour financer des projets de plus grande envergure qui vont favoriser leur développement. Donc on aura plus de crédits qui seront accordés parce que déjà on aura plus de projets rentables, plus de débouchés, puisque si en face des entreprises, on a bien évidemment des ménages qui ont des revenus primaires assez importants, donc ils auront plus de pouvoir d'achat, ils seront plus incités à consommer, ce qui va générer plus de débouchés pour les entreprises. Plus globalement, on sera en fait dans un climat de confiance. Il y aura une sorte de douce euphorie qui va justement inciter les agents économiques à plus facilement s'endetter, à mettre en place des projets d'investissement pour les entreprises. Et les banques, voyant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, se disent que de toute façon, il n'y aura pas de souci quoi qu'il en soit, les emprunteurs pourront rembourser. Le risque de crédit, donc, aura plutôt tendance à être faible, compte tenu du fait que le niveau d'endettement des agents économiques est largement, bien évidemment, soutenable, et en plus, il y a suffisamment de richesses qui se distribuent, qui circulent dans l'économie, pour que les agents économiques puissent aisément rembourser. Donc, en phase d'expansion, bien évidemment, on a des liquidités qui arrivent de manière assez abondante, par le biais, donc, d'un volume de crédit assez soutenu. Inversement, en période de récession, que se passe-t-il? La consommation et l'investissement déjà sont en plus petite forme. Les revenus primaires sont moindres, puisqu'on va avoir davantage de chômage, ce qui va globalement tirer, bien évidemment, les revenus des ménages vers le bas. Par voie de conséquence, bien évidemment, les profits des entreprises auront également tendance à être tirés vers le bas. Résultat, le rythme des crédits accordés par les banques aura tendance à chuter. Donc déjà, il y a moins de projets. Moins de projets. Pourquoi? Tout simplement parce que en face, là je me situe du point de vue des entreprises, en face, bien évidemment, on a des revenus primaires qui sont pas en très grande forme, donc pas spécialement beaucoup de pouvoir d'achat, donc pas nécessairement beaucoup de consommation. Moins de projets rentables, oui, c'est plus compliqué de rentabiliser un projet s'il y a incertitude déjà au niveau de l'avenir, si on n'est pas certain de pouvoir, par exemple, atteindre un certain volume de vente dans les trimestres, dans les années à venir. Donc moins de projets rentables, problème de débouchés. Là, au niveau du climat, bien évidemment, on est plus dans un climat de défiance. Ça veut dire qu'on va avoir une perte de confiance. Ces entreprises
vont se poser des questions. Est-ce qu'elles doivent continuer à investir ou non? Il y a incertitude sur la rentabilité, donc elles sont moins incitées à le faire. D'un autre côté, les banques, elles, sont également moins incitées à prendre des risques. Elles voient bien que les ménages ont des problèmes au niveau de leurs revenus, elles voient bien que les entreprises ont des problèmes de rentabilité également, donc avec à la clé des problèmes de faillite et autres. Ce qui signifie que ça devient plus dangereux pour les banques de prêter. Elles sont moins incitées à le faire. Le risque de crédit est plus élevé. Le niveau d'endettement des ménages va en augmentant. Donc on voit bien que le crédit donc suit un cycle et qu'en fonction des périodes, en fonction de la phase du cycle dans laquelle il se trouve, eh bien le volume des crédits accordés sera plus ou moins important. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on se rend compte que finalement la quantité de crédits accordés va renforcer la dynamique dans laquelle l'économie se trouve. En période d'expansion, si on a une forte hausse des crédits, ça va encore plus stimuler la consommation, plus stimuler l'investissement, ça va renforcer justement encore plus la période d'expansion en soutenant davantage le niveau d'activité économique, alors qu'en période de récession, en freinant justement, en mettant un frein sur le volume des crédits accordés, les banques finalement vont contribuer à accentuer cette période récessionniste en tirant vers le bas le pouvoir d'achat des ménages, en tirant vers le bas l'investissement des agents économiques, etc. Alors, comment on peut passer, grâce au crédit en fait, d'une période d'expansion à une période de récession? Donc on a dit qu'en période d'expansion, on avait une hausse des crédits qui, bien évidemment, stimulait la consommation et l'investissement. Attention, la hausse de la demande peut être un petit peu trop rapide par rapport aux capacités de l'offre et on risque à terme d'avoir des tensions inflationnistes. Puisque comme l'ajustement ne peut pas se faire par les quantités, si les entreprises n'arrivent pas à produire suffisamment parce qu'en face ils sont tous surexcités, ils veulent tous consommer et investir de manière massive, donc résultat l'ajustement se fera automatiquement par les prix, avec des prix qui seront tirés vers le haut. Les banques deviennent moins regardantes sur la qualité des dossiers à traiter. On a tous un petit peu en tête la crise des subprimes, savoir les banques se disent c'est bon, tout va bien, il y a plein d'emprunteurs, ils ont tendance à rembourser, de toute façon s'il y a un souci après on va jouer sur des hypothèques ou d'autres types de garanties pour pouvoir éventuellement récupérer nos fonds. Donc elles ont tendance à accorder des crédits. On va avoir un excès de confiance qui peut même amener les agents économiques à effectuer des investissements plus risqués, moins rentables. Donc finalement, on va avoir une augmentation progressive de leur niveau d'endettement. Sur les marchés financiers, cet excès de confiance peut même aboutir à des bulles spéculatives avec des indices boursiers qui vont atteindre bien évidemment des sommets et qui, à terme, bien évidemment, risqueront de connaître quelques problèmes. En fait, mine de rien, on se rend compte que quand tout va bien, quand tout va trop bien, il y a des excès qui se mettent en place. C'est ce que Minsky avait mis en évidence quand il parlait du paradoxe de la tranquillité. Tranquillité, tout va bien, période d'expansion, de la consommation, de l'investissement, les prix qui ont tendance à un petit peu augmenter, les indices boursiers qui augmentent également, ce qui est intéressant, parce que du coup ça augmente la valeur du patrimoine des ménages, ça crée un effet de richesse, c'est sympathique. Mais le problème, c'est qu'en fait, mine de rien, on a tendance à aboutir à des excès. C'est justement quand on est en plein essor que la récession va arriver. Pourquoi? Parce que finalement, s'il y a trop d'inflation, bien évidemment, les profits des entreprises auront tendance à être retirés vers le bas. De même que le pouvoir d'achat des ménages, ce qui aura des conséquences négatives sur la consommation et l'investissement. Les banques deviennent moins regardantes sur la qualité des dossiers à traiter, pas de problème, dans un premier temps. Mais ensuite, on a le risque de non-remboursement qui va augmenter, avec, à la clé, des conséquences quelquefois dramatiques sur les banques. Il ne faut pas oublier que certaines peuvent et ont déjà fait faillite. Le risque d'investissement, bien évidemment insuffisamment rentable, augmente le risque de surendettement, mais également de faillite au niveau des entreprises. Enfin, on peut tout à fait avoir un éclatement de la bulle spéculative avec des indices boursiers qui vont littéralement s'effondrer, par exemple, ou même une bulle, par exemple, sur le marché de l'immobilier. Dans tous les cas, que ce soit sur les marchés financiers, sur le marché de l'immobilier, cet effondrement va avoir un impact dramatique sur le pouvoir d'achat, sur le niveau de vie des ménages, sur l'état de santé des entreprises, etc. Alors, globalement, bien évidemment, que va-t-il se passer face à cela? Les banques auront tendance à augmenter les taux d'intérêt, c'est logique. Si elles prennent plus de risques, il faut qu'elles rémunèrent ce surplus de risques. Comme le risque augmente, elles doivent se rémunérer davantage, elles doivent augmenter les taux d'intérêt.
face à cela, bien évidemment, un certain nombre d'agents économiques ne pourront plus s'endetter, vont moins s'endetter. Elles vont rationner le volume du crédit, elles vont moins accorder de crédit. Donc c'est vraiment caractéristique du passage d'un climat de confiance à un climat de défiance. On peut même aller jusqu'à un credit crunch, autrement dit un effondrement du crédit, enfin du volume de crédit accordé donc par les banques, ce qui va permettre bien évidemment d'accentuer la logique récessionniste dans laquelle on était rentré. Alors de la récession à la dépression, il n'y a qu'un pas, fort heureusement, un pas qui n'est pas souvent franchi. Comment fait-on pour passer de l'une à l'autre? Alors, on a dit que quand on était en période de récession, on avait une augmentation des faillites d'entreprises, avec un S c'est mieux, une augmentation des licenciements, ainsi que du chômage. Les banques peuvent également être en difficulté, bien évidemment il y a davantage de créances douteuses, elles ne savent pas si elles vont pouvoir récupérer l'argent qu'elles ont prêté, il y a un risque de non-remboursement qui augmente, et même les banques peuvent également avoir plus de difficultés à se refinancer sur le marché interbancaire. Elles se regardent toutes les unes et les autres un petit peu comme des chiens de faïence. Autrement dit, elles vont avoir tendance à se regarder avec méfiance en se disant oui, mais si je prête à cette banque-là qu'elle me rembourse pas, moi-même j'aurai un souci, moi-même j'aurai un problème. Et avec un effet domino, finalement, des banques saines d'un point de vue financier peuvent également être touchées. Donc elles se disent ok, je vais moins prêter même à mes consoeurs, aux autres banques sur le marché interbancaire. Donc globalement tout cela va générer quoi? Une diminution des revenus primaires au niveau des ménages, une baisse de la demande globale, et finalement cette baisse de la demande globale va tirer les prix vers le bas. Alors faut savoir déjà qu'en fait au niveau du vocabulaire, il faut bien maîtriser la différence entre inflation, désinflation et déflation. Bon, l'inflation, l'augmentation générale, soutenue, cumulée, donc du niveau général des prix. L'IPC qui augmente, l'indice des prix à la consommation qui augmente. La désinflation, ça va être le ralentissement de l'inflation. Autrement dit, les prix auront tendance à augmenter, mais ils augmenteront de moins en moins rapidement. Les prix vont augmenter de 3%, puis de 2%, puis de 1,5%, puis de 0,9%, etc. Donc ils augmentent, mais moins vite. La déflation, ça va être la baisse, bien évidemment, continue, générale, des prix. Les prix auront tendance à être tirés vers le bas, moins 1, moins 2, moins 3, moins 5%. Les prix baissent, en fait. Donc, la récession, par certains mécanismes, peut aboutir à une déflation par la dette, au sens de Fisher. Ça signifie globalement que cet endettement massif des agents économiques va être à l'origine d'un phénomène déflationniste. Phénomène déflationniste qui a trois conséquences essentiellement. Tout d'abord, une déflation va être génératrice de taux d'intérêt réels élevés, et si les taux d'intérêt réels sont élevés, bien évidemment, les agents économiques ne sont pas incités à s'endetter. S'ils ne sont pas incités à s'endetter, il n'y aura pas suffisamment de consommation, il n'y aura pas suffisamment d'investissement. On va avoir une augmentation du coût réel de la dette qui va dégrader la santé des emprunteurs. Finalement, ils devront rembourser une part de plus en plus importante des richesses qu'ils ont, avec à la clé un risque de surendettement pour les ménages, mais également des faillites pour les entreprises. Et surtout, bien évidemment, la déflation sera à l'origine d'un effondrement de la demande. On pense notamment au report des achats de biens durables, par exemple des voitures. Quand on dit déflation, on dit baisse des prix. Souvent dans la tête des gens, baisse des prix, c'est génial, je vais pouvoir consommer plus. Non, il faut s'imaginer qu'on a des soldes, on est en période de soldes, mais des soldes perpétuels. Des soldes perpétuels, ce qui signifie que vous savez que dans les mois et les trimestres à venir, ce que vous voulez acheter sera obligatoirement moins cher. Alors, évidemment, on ne parle pas des denrées alimentaires, il faut bien se nourrir. On parle de tout ce qui va être bien durable, par exemple. Ça peut être une automobile, une voiture, donc ça peut être de l'équipement, l'électroménager, des télévisions, etc. Vous savez que ce sera moins cher, que ça baissera de 10% dans 3 mois, de 20% dans 6 mois, de 50% dans 1 an. Donc, qu'allez-vous faire? Vous allez différer, vous allez repousser dans le temps votre décision d'achat. Le problème, c'est que pendant que vous n'achetez pas, les entreprises n'ont pas d'argent qui rentre. Alors qu'elles ont des salaires à verser, elles ont également de l'argent à donner aux fournisseurs. Ce qui veut dire que finalement les entreprises auront des sorties de capitaux mais pas de rentrée. Donc bien évidemment des conséquences négatives. Elles vont devoir licencier massivement, c'est vraiment le chômage de masse tel qu'historiquement on a pu le connaître par exemple dans les années 30 lors de la Grande Dépression.